avait une toute autre version de l'histoire. Parce que le pasteur que le public voyait et l'homme que sa famille vivait au quotidien n'étaient pas tout à fait le même. Dehors, il était la lumière, le guide, celui vers qui on se tournait dans la douleur et dans le doute, celui dont les mots apaisaient et dont la présence rassurait. Mais à l'intérieur des murs de sa maison, les choses étaient différentes. L'autorité qui sur scène ressemblait à de la sagesse devenait à la maison quelque chose de plus pesant, de plus strict, de plus difficile à vivre. Son fils l'a décrit avec des mots précis, choisis avec soin, comme quelqu'un qui a réfléchi pendant longtemps à la manière de dire les choses sans tomber dans l'excès. Il a parlé de rigueur excessive, d'une autorité qui ne s'arrêtait pas aux portes de l'Église, mais qui envahissait chaque espace de la vie familiale. Chaque geste était observé. Chaque mot pouvait être jugé. Chaque comportement était évalué à l'aune de convictions religieuses imposées sans discussion possible. La maison n'était pas un refuge, c'était une extension de l'Église, avec les mêmes règles, la même hiérarchie, la même impossibilité de contester. Et ce que cela produit sur des enfants qui grandissent dans cet environnement, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne mesurent pas. Parce que de l'extérieur, tout semble bien. La famille est présentable, les enfants sont polis, tout le monde sourit au bon moment. Mais à l'intérieur, il y a une pression constante, une tension permanente, un sentiment de marcher sur des œufs à chaque instant, de devoir être parfait, non pas pour soi-même, mais pour l'image que le Père doit projeter au monde. Et quand quelque chose va mal, quand il y a une dispute, une décision contestée, une question qui dérange, la réponse n'est pas le dialogue, c'est le reproche, public ou privé selon les circonstances, mais toujours cinglant, toujours destiné à rappeler qui détient l'autorité, qui a le dernier mot, qui décide. Le fils de Marcelo Tunasi a grandi dans cet univers-là. Et pendant longtemps, il a cru que c'était normal. Parce que quand on grandit dans un environnement, on n'a pas de point de comparaison. On pense que c'est comme ça partout, que toutes les familles fonctionnent ainsi, que cette pression-là, c'est juste ce que signifie avoir un père fort, un père qui croit en quelque chose. Mais il y a eu un moment précis où quelque chose a changé dans sa perception, où il a commencé à voir les choses différemment. Ce n'est pas arrivé d'un coup, ça s'est construit lentement, progressivement, au fil des événements. Et l'un de ces événements, peut-être le plus décisif de tous, c'est la maladie de sa mère, et ce qui s'est passé ensuite. Parce que c'est là que le masque a commencé à fissurer. C'est là que le fils a commencé à voir, pour la première fois, la différence entre ce que son père disait et ce qu'il faisait réellement. Entre les valeurs prêchées chaque dimanche depuis l'estrade et les décisions prises à huis clos, loin des regards, sans consulter personne. Et c'est cette fissure-là qui l'a conduit, des années plus tard, jusqu'à ce tribunal, jusqu'à cette chaise, jusqu'à ce moment où il a regardé le juge dans les yeux et a décidé de tout dire. Il y a des mots qui changent une famille pour toujours. Des annonces qu'on n'oublie jamais. Des moments où le temps semble se figer et où tout ce qu'on croyait stable bascule en quelques secondes. Pour la famille Tunasi, ce mot, c'était la maladie. Et cette maladie, c'était celle de Blanche, que tout le monde appelait Maman Blanche. La première épouse du pasteur Marcelo. Une femme dont le souvenir, aujourd'hui encore, fait monter les larmes aux yeux de ceux qui l'ont connue. Personne dans cette famille n'était préparé à ce qui allait arriver. Les premières nouvelles de la maladie avaient plongé tout le monde dans une inquiétude profonde. Les nuits de prière avaient commencé. Les appels téléphoniques entre frères et sœurs. Les discussions à voix basse dans les couloirs.
Ce sentiment d'impuissance terrible face à quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne comprend pas totalement, et qu'on espère de toutes ses forces voir disparaître. Et puis une décision avait été prise. Blanche allait partir en Turquie, pour des soins. Parce que là-bas, on avait les équipements nécessaires, les spécialistes, les traitements qu'on ne trouvait pas facilement à Kinshasa. C'était une décision sérieuse, une décision qui coûtait de l'argent, qui demandait de l'organisation, et qui signifiait que Blanche allait devoir quitter sa famille, ses enfants, son pays, pour se battre contre la maladie dans un endroit inconnu. Ce départ a été douloureux, pour elle, pour ses enfants, pour tous ceux qui l'aimaient. Et le fils du pasteur se souvient de cette dernière conversation avec sa mère avant qu'elle monte dans l'avion. Il se souvient de ses mots, de ses conseils, de la façon dont elle lui avait regardé dans les yeux avec une confiance absolue, une confiance en lui, en la famille, en l'avenir. Il se souvient qu'il avait essayé de rester fort pour elle, de sourire, de lui promettre que tout irait bien. Mais tout n'allait pas bien. Parce que pendant ce voyage en Turquie, pendant cette période où Blanche était loin et vulnérable, quelque chose se passait ici. Des décisions étaient prises, des documents étaient signés, des démarches administratives étaient engagées. Et toutes ces choses se faisaient dans un seul bureau, avec une seule personne aux commandes, le pasteur Marcelo. Pas la famille au sens large, pas les frères et sœurs, pas les proches, non. Lui seul. Et quand certains membres de la famille ont voulu s'impliquer, ont voulu être informés, ont voulu participer aux décisions qui concernaient pourtant leur mère, leur sœur, leurs proches, ils se sont retrouvés face à un mur. Des informations retenues, des réunions auxquelles ils n'étaient pas conviés, des choix déjà faits quand ils apprenaient qu'il y avait une décision à prendre. Et puis Blanche est morte, en Turquie, loin de chez elle. Cette mort a brisé quelque chose dans la famille. Pas seulement à cause du deuil, parce que perdre une mère, une épouse, une femme aimée, c'est déjà une blessure immense en soi. Mais parce que très vite, des questions ont commencé à surgir. Des questions auxquelles personne ne semblait vouloir répondre clairement. Des incohérences dans les récits. Des documents qui ne correspondaient pas aux explications données. Des dates qui ne coïncidaient pas. Des détails qui, pris séparément, auraient pu sembler anodins, mais qui, mis ensemble, formaient un tableau inquiétant. L'acte de décès, par exemple. Il avait été délivré par une commune à Kinshasa. Mais comment un acte de décès peut-il être établi ici quand la personne est décédée là-bas? Et les relevés bancaires, certains mouvements financiers sur des périodes précises qui ne correspondaient pas aux versions officielles présentées. Et ce conseil de famille, organisé dans la résidence du pasteur. Un conseil dont les documents avaient été présentés comme officiels, mais que certains membres de la famille n'avaient jamais signé, ni même vu avant qu'ils soient produits. Chacune de ces questions, prises isolément, aurait peut-être pu trouver une explication. Mais ensemble, elles formaient quelque chose qui ressemblait à un mensonge, ou du moins à une vérité soigneusement arrangée pour servir certains intérêts plutôt que d'autres. Et c'est avec ces questions en tête que la famille de Blanche, sa belle famille, a décidé de saisir la justice. Pas pour réclamer une vengeance, mais pour obtenir des réponses, pour comprendre ce qui s'était vraiment passé durant ces derniers mois, pour que la mort de Blanche ne reste pas enfouie sous des documents flous et des silences arrangés. Et maintenant, tout cela était là, dans ce tribunal. Exposé, nommé, impossible à ignorer. Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu grandis dans une maison où chaque geste que tu fais est observé. Pas par malveillance apparente, non, au contraire, on te dit que c'est pour ton bien, que c'est parce qu'on t'aime, que c'est parce que Dieu regarde et qu'il faut être à la hauteur. Mais derrière ces mots-là,
Il y a quelque chose de plus pesant, une surveillance constante, une impossibilité de te tromper, d'expérimenter, de douter, d'être simplement un enfant qui apprend en faisant des erreurs. Parce que dans cette maison, les erreurs ne sont pas des occasions d'apprendre, elles sont des fautes. Et les fautes ont des conséquences. C'est dans cet univers-là que le fils du pasteur Marcelo Tunasi a grandi. Et en l'écoutant parler devant ce tribunal, en suivant chaque mot qu'il choisissait avec soin, on comprenait que derrière la façade d'une famille modèle, bien habillée, bien présentée, souriante en public, il y avait une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourde à porter. L'autorité du pasteur ne s'arrêtait pas à l'église. Elle rentrait à la maison avec lui. Elle s'asseyait à table. Elle montait dans les chambres. Elle était partout, tout le temps, impossible à éviter. Ce n'était pas l'autorité naturelle d'un parent qui fixe des limites raisonnables et qui guide ses enfants avec bienveillance. C'était quelque chose de plus rigide, de plus totalisant. Une autorité qui ne laissait pas de place au questionnement, qui interprétait le doute comme de la désobéissance, qui confondait la soumission avec le respect. Chaque conviction religieuse du père était imposée à toute la famille sans discussion possible. Pas présentée comme une valeur à partager, pas proposée comme un chemin possible, imposée. Et quand l'un des enfants montrait un signe d'hésitation ou posait une question qui semblait remettre en cause quelque chose, même innocemment, même avec toute la bonne foi du monde, la réponse était rarement la discussion ouverte. C'était le reproche, le rappel à l'ordre, la correction publique parfois, privée d'autres fois, mais toujours présente. Et ce que cela crée dans l'esprit d'un enfant, c'est quelque chose d'insidieux. Parce que tu n'apprends pas à penser, tu apprends à plaire. Tu n'apprends pas à raisonner, tu apprends à obéir. Et progressivement, sans même t'en rendre compte, tu perds l'habitude de te faire confiance. Tu perds la capacité de distinguer ce que tu penses vraiment de ce qu'on attend que tu penses. Et ça, c'est une forme de prison. Une prison sans barreaux visibles. Une prison que tu portes à l'intérieur de toi. Le fils du pasteur a parlé de pression psychologique, d'injonctions strictes, d'un isolement parfois imposé pour empêcher les enfants de comparer leur vie avec celle des autres. Pour éviter qu'ils découvrent que dans d'autres maisons, on pouvait poser des questions sans être puni, qu'on pouvait exprimer une opinion sans être réprimandé, qu'on pouvait exister sans avoir peur du regard de son père. Et pendant longtemps, il a cru que tout ça était normal, parce que c'était tout ce qu'il connaissait, parce que son père lui avait appris que cette rigueur, c'était de l'amour, que cette discipline, c'était de la sagesse. Et parce qu'à l'extérieur, tout le monde admirait cet homme. Tout le monde lui disait que son père était extraordinaire. Alors comment aurais-tu pu remettre en question quelqu'un que le monde entier célèbre ? Mais il y a des moments dans une vie où la réalité devient impossible à nier. Des moments où ce qu'on t'a enseigné et ce que tu vois de tes propres yeux entrent en collision. Et c'est dans ces moments-là que tout commence à vaciller, que les certitudes s'effritent, que les questions qu'on avait étouffées depuis des années remontent à la surface avec une force qu'on ne peut plus contenir. Pour ce jeune homme, ce moment-là a eu un nom. Il a eu un visage. Il a eu la forme d'une mère malade qu'on a emmenée loin, et de décisions prises dans l'ombre pendant qu'elle se battait pour sa vie. Et c'est là que l'enfant sous contrôle a commencé à devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui regardait, qui observait, qui notait, qui comprenait peu à peu que la vérité et la version officielle n'étaient pas toujours la même chose. Il y a un moment dans chaque affaire judiciaire où les mots laissent place aux preuves, où les récits, aussi puissants soient-ils, doivent être soutenus par quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut voir, toucher, analyser. Et ce moment-là, dans ce tribunal de Kinshasa, il est arrivé quand le fils du pasteur Marcelo Tunasi a sorti ses documents. Pas une liasse imposante, pas une valise pleine de dossiers, non. Quelques feuilles, quelques copies. Mais des copies qui, selon lui, racontaient une histoire très différente de celle que son père avait toujours présentée.
Et la salle qui était déjà silencieuse est devenue encore plus immobile à ce moment-là. Parce que tout le monde comprenait que ce qui se passait là n'était plus seulement une question de perception ou de souvenir. C'était du concret, du vérifiable, du tangible. Le premier document dont il a parlé, c'est l'acte de décès de sa mère. Un document délivré par une commune de Kinshasa. En apparence, rien d'anormal. Sauf que Blanche n'est pas morte à Kinshasa. Elle est morte en Turquie. Alors comment une commune quinoise peut-elle être à l'origine d'un acte de décès pour quelqu'un qui a rendu l'âme à des milliers de kilomètres de là? C'est la question qui s'imposait. Une question simple, directe, et à laquelle personne dans la salle ne semblait avoir de réponse évidente. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il avait également des copies de relevés bancaires. Des relevés qui couvraient des périodes précises. Des périodes qui coïncidaient avec la maladie de sa mère, son séjour en Turquie et les semaines qui avaient suivi son décès. Et ces relevés montraient des mouvements financiers dont les montants ne correspondaient pas aux déclarations officielles présentées par l'Église. Des virements dont on ne retrouvait pas la trace dans les comptes rendus publics. Des sommes qui entraient et sortaient sans explication claire. Là encore, chaque élément pris isolément pourrait avoir une explication. Une erreur administrative, un oubli, une décision prise dans l'urgence. Mais ce n'était pas un seul élément, c'était plusieurs. Et ils pointaient tous dans la même direction. Ensuite, il y avait le conseil de famille. Ce fameux conseil organisé dans la résidence du pasteur après le décès de Blanche. Un conseil qui avait pour objectif de désigner un liquidateur pour la succession. Un document officiel avait été produit à la suite de ce conseil. Un document censé représenter la volonté collective de la famille. Sauf que certains membres de cette famille affirmaient n'avoir jamais participé à ce conseil, n'avoir jamais signé quoi que ce soit, n'avoir même pas été informés de la tenue de cette réunion avant qu'on leur présente un document déjà finalisé, déjà signé, déjà prêt à être déposé auprès des autorités. Et dans ce document, le liquidateur désigné, la personne chargée de gérer et de distribuer l'héritage de Blanche, c'était le pasteur Marcelo lui-même. Comprends ce que ça signifie. La personne dont certains membres de la famille contestaient les décisions. La personne dont on remettait en question la gestion des affaires pendant la maladie. Cette même personne se retrouvait, grâce à un document dont l'authenticité était contestée, seule aux commandes de la succession. Seule pour décider qui recevait quoi. Seule pour gérer les biens, les comptes, les propriétés de la femme décédée. Et le fils montrait tout ça avec une précision clinique. Il ne criait pas. Il n'accusait pas avec des grands gestes ou des mots enflammés. Il expliquait. Il détaillait. Il pointait les incohérences une par une, avec une logique implacable qui rendait chaque révélation encore plus percutante. Parce qu'on ne pouvait pas lui reprocher de se laisser emporter par l'émotion. Il était là, les documents en main, et il demandait simplement qu'on regarde, qu'on compare, qu'on réfléchisse. Et le tribunal regardait, et comparait, et réfléchissait. Parlons d'argent. Parce que dans cette affaire, l'argent est partout. Il est au centre de presque chaque question posée, chaque document contesté, chaque décision remise en cause. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est une église comme la Compassion dans le contexte de Kinshasa. Ce n'est pas juste un lieu de culte. C'est une institution. Une organisation avec des fidèles nombreux, des ressources qui circulent, des dons qui arrivent régulièrement, des projets, des propriétés, des comptes. Une église de cette taille, c'est aussi une réalité économique. Et cette réalité économique, elle est gérée par quelqu'un. Et pendant des années, cette gestion reposait quasi exclusivement entre les mains du pasteur Marcelo Tunasi. Ce n'est pas forcément anormal en soi. Beaucoup d'institutions religieuses fonctionnent ainsi.
surtout quand leur fondateur est encore en vie et actif. Le problème n'est pas nécessairement le fait qu'une seule personne gère. Le problème, c'est quand cette gestion manque de transparence. Quand les comptes ne sont pas accessibles à ceux qui auraient le droit de les voir. Quand les décisions financières se prennent dans l'ombre, sans consultation, sans contrôle, sans possibilité de remise en question. Et c'est exactement ce que le fils du pasteur décrivait devant le tribunal. Une gestion opaque, des décisions prises seules, des montants qui ne correspondaient pas aux déclarations officielles, des ressources de l'Église mêlées, selon lui, à des décisions qui relevaient pourtant de la sphère familiale et personnelle, des frontières floues entre ce qui appartenait à l'institution et ce qui relevait du patrimoine privé. Et cette opacité-là, elle ne date pas de la mort de Blanche. Elle existait avant, pendant sa maladie, quand des fonds importants ont été mobilisés pour financer son traitement en Turquie. Des fonds dont l'origine et la gestion n'ont jamais été clairement expliqués à la famille. Pendant les semaines qui ont suivi son décès, quand certains virements bancaires ne trouvaient pas d'explication satisfaisante dans les récits officiels. Et après, quand la question de l'héritage s'est posée et que les documents produits pour établir qui gérerait quoi semblaient taillés sur mesure pour concentrer le contrôle en un seul endroit. La belle famille de Blanche, ceux qui ont porté plainte, ont identifié deux choses précises. Deux accusations claires, documentées, déposées officiellement devant la justice. Première accusation. Faux et usage de faux concernant l'acte de décès. Deuxième accusation. Faux et usage de faux concernant le document issu du conseil de famille désignant le pasteur comme liquidateur de la succession. Ces deux documents, selon eux, étaient fabriqués ou falsifiés pour servir un objectif précis, permettre à Marcello Tounassi de prendre le contrôle total de la succession de sa femme décédée, de l'argent, des biens, de tout ce que Blanche possédait ou avait contribué à construire durant sa vie. Et le fils, en témoignant ce matin-là, venait appuyer cette version. Pas de manière extérieure, pas comme quelqu'un qui répète ce qu'on lui a dit, mais comme quelqu'un qui avait vu de l'intérieur comment les choses se passaient, qui avait observé les décisions prises en coulisses, qui comprenait maintenant, avec le recul et la distance, ce que ces décisions signifiaient réellement. La question que tout le monde se posait au fond était simple. Où était allé l'argent? Et qui décidait où il allait? Le mot héritage, dans une famille, ne désigne pas seulement de l'argent. Il désigne quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la continuité. C'est la preuve tangible qu'une vie a eu de la valeur. Que quelqu'un a construit quelque chose, a accumulé quelque chose, et que ce quelque chose va se transmettre à ceux qui viennent après. Un héritage, c'est une forme de mémoire matérialisée. C'est le dernier geste concret d'une personne envers ceux qu'elle aime. Et quand cet héritage est contesté, quand il devient l'objet d'un conflit, quand des membres d'une famille se retrouvent face à des documents qu'ils ne reconnaissent pas et à des décisions qu'ils n'ont pas prises, alors quelque chose de fondamental est brisé. Ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est une question de dignité, de justice, de respect envers la mémoire de celle qui est partie. Blanche avait des enfants. Des enfants qui, selon les lois congolaises comme dans la plupart des systèmes juridiques, sont des héritiers légitimes. Des personnes qui ont des droits sur ce que leur mère a laissé derrière elle. Ces droits ne se discutent pas. Ils sont établis par la loi. Ils ne dépendent pas de la bonne volonté d'un tiers, même si ce tiers est le père. Même si ce tiers est un pasteur respecté. La loi est la loi. Mais ce que le fils décrivait devant le tribunal peignait un tableau très différent. Il parlait de divergence entre ce qui avait été promis et ce qui avait été réellement mis en place. De discussions qui avaient eu lieu au sein de la famille, dans lesquelles certaines choses avaient été évoquées, certains engagements pris de manière informelle et qui ensuite n'avaient pas été respectés.
de décisions prises unilatéralement, de documents signés sans que tous les héritiers légitimes aient été consultés ou même informés. Il montrait des actes notariés, des transferts, des documents administratifs. Et pour chacun d'entre eux, il pointait des anomalies. Des signatures absentes là où elles auraient dû être présentes. Des dates qui ne collaient pas. Des procédures qui n'avaient pas été suivies dans les règles. Des étapes légales qui avaient été sautées ou contournées. Et tout cela convergeait vers un même résultat. Une situation dans laquelle le pasteur Marcelo Tounassi se retrouvait en position de contrôle absolu sur la succession. Seul décideur, seul gestionnaire. Avec les autres membres de la famille, les enfants notamment, repoussés à la périphérie. Informés après coup. Présentés devant des faits accomplis. Le fils ne disait pas que son père avait volé. Il choisissait ses mots avec prudence. Mais il disait que les mécanismes mis en place, ces documents, ces conseils de famille dont certains membres n'avaient pas connaissance, cette désignation unilatérale comme liquidateur, créait une situation qui, objectivement, privait les héritiers légitimes de leur capacité à exercer leurs droits. Et que cette situation n'était pas le fruit du hasard, qu'elle avait été construite, organisée, planifiée. Et si tout cela s'avérait exact, alors la question qui se posait n'était plus seulement celle des documents falsifiés. Elle allait plus loin. Elle touchait à l'intention, à la préméditation, à la question de savoir si un homme qui prêchait la droiture et l'intégrité chaque dimanche devant des milliers de fidèles avait, dans l'intimité de ses affaires familiales, agi de manière radicalement opposée à ce qu'il enseignait. Et cette question-là, dans ce tribunal, personne ne pouvait encore y répondre définitivement. Mais elle flottait dans l'air. Dense. Lourde. Impossible à ignorer. Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Des cicatrices qui ne s'affichent pas sur la peau. Des dommages qui ne figurent dans aucun rapport médical et qui pourtant sont réels, profonds, durables. Ce sont les blessures que laisse derrière lui un environnement psychologiquement oppressant. Et ce matin-là, devant ce tribunal, le fils du pasteur Marcelo Tounassi en parlait avec une franchise qui avait quelque chose de courageux, parce que reconnaître ce type de blessure, surtout quand elle vient de son propre père, demande une honnêteté sur soi-même qui n'est pas donnée à tout le monde. Il parlait des nuits passées dans l'angoisse, à retourner dans sa tête des situations, des mots entendus, des décisions prises sans lui, des injustices qu'il percevait mais ne pouvait pas nommer. Des nuits où il aurait voulu parler, crier, questionner, et où il se retrouvait à ravaler tout ça parce qu'il savait que parler n'était pas safe, que questionner dans cette maison avait un prix, que l'expression d'un doute pouvait déclencher une réaction dont les conséquences seraient pires que le silence. Il parlait de cette impossibilité à exprimer les inquiétudes ouvertement, pas à cause d'une interdiction formelle, pas d'une règle écrite sur un mur, mais à cause d'une atmosphère, d'une dynamique familiale dans laquelle le père avait une autorité tellement absolue que la simple idée de le contrarier créait une anxiété physique, un nœud dans le ventre, une accélération du cœur. Cette réponse corporelle que le corps développe quand il a appris, par expérience répétée, que certaines situations sont dangereuses. Et ce qu'il décrivait n'est pas une situation anecdotique ou marginale. C'est quelque chose que des psychologues reconnaissent et documentent depuis des décennies. On appelle ça le contrôle coercitif. Ce n'est pas forcément de la violence physique, c'est plus subtil. C'est une série de comportements qui, mis ensemble, créent un environnement dans lequel l'autre, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un enfant, d'un proche, perd progressivement sa capacité à agir librement, à penser par lui-même, à exister sans la permission ou l'approbation de celui qui tient les rênes. Dans une famille comme celle-là,
les enfants grandissent avec une loyauté absolue imposée. On ne conteste pas, on ne doute pas, on ne compare pas avec d'autres familles. Et quand on rencontre des gens de l'extérieur, on présente la bonne image, la famille unie, les enfants bien élevés, le père admirable. Parce que tout le reste, toute la complexité, toute la douleur, toutes les questions restent enfermées derrière des murs que personne d'autre n'a le droit de franchir. Le fils du pasteur avait brisé ces murs ce matin-là, et il le savait. Il savait qu'en parlant publiquement de tout ça, il franchissait une ligne qu'il ne pourrait pas effacer, qu'il y aurait des conséquences, que certains, dans la communauté des fidèles, ne le comprendraient pas, que certains le condamneraient, qu'on l'accuserait de trahison, d'ingratitude, de manque de respect envers son père. Mais il avait choisi de parler quand même, parce qu'à un moment donné, le poids du silence devient plus insupportable que le prix de la vérité. Et parce qu'il comprenait, enfin, que protéger quelqu'un qui fait du mal n'est pas une vertu, que la loyauté mal placée n'est pas de l'amour, et que parfois, la chose la plus courageuse qu'on puisse faire, c'est de regarder la réalité en face et de la nommer, même quand cette réalité a le visage de son père. Pendant que le drame familial se jouait devant le tribunal, il y avait quelqu'un d'autre dans cette histoire. Quelqu'un qui n'était pas assis dans la salle d'audience ce matin-là, mais dont la présence se faisait sentir à travers les écrans et les réseaux sociaux. Un journaliste d'investigation qui, depuis un moment, suivait de près ce dossier et qui promettait, avec une assurance qui avait de quoi intriguer, de détenir des éléments que personne d'autre en République démocratique du Congo ne possédait. Ces mots étaient forts, peut-être trop forts pour certains, mais il les assumait pleinement. Il disait « Je suis en contact avec les avocats des deux parties. J'ai suffisamment évolué dans cette enquête, j'ai été à la RVA à Lubumbashi, mon équipe est en Turquie, il me reste 2 ou 3 éléments à compléter et je reviendrai tout vous révéler, sans complaisance, sans motif de conscience. » Ce genre de discours, dans le monde du journalisme d'investigation, peut être interprété de plusieurs manières. D'un côté, il y a ceux qui voient dans cette posture un professionnel sérieux, qui prend le temps de vérifier ses informations avant de les publier, qui refuse de divulguer des éléments à moitié vérifiés parce qu'il comprend l'impact que cela peut avoir sur des vies réelles. Un journaliste qui dit « Je reviendrai quand j'aurai tout » et qui reste discret jusque-là, c'est peut-être simplement quelqu'un de rigoureux. Mais de l'autre côté, il y a une lecture différente. Une lecture plus sceptique. Parce que dans l'ère des réseaux sociaux, dans un contexte où l'attention est une monnaie et où les promesses de révélations fracassantes font exploser les vues et les abonnements, ce type de communication peut aussi servir autre chose. Promettre sans révéler, annoncer sans montrer, créer de l'anticipation, maintenir un suspense, fidéliser une audience qui attend la suite. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, mais c'est une mécanique qu'on connaît bien. Et dans cette affaire précisément, ce journaliste affirmait avoir des éléments compromettants, des preuves, des témoignages, des informations récoltées à Kinshasa, à Lubumbashi et bientôt en Turquie. Il disait que personne d'autre ne détenait ce qu'il avait, que quand il reviendrait, il éclairerait l'opinion d'une manière qu'on n'attendait pas. Le pasteur Marcelo, lui, n'avait pas été arrêté. Il était en liberté. Il avait même prêché le dimanche précédent à son église, comme si de rien n'était. Ou du moins, comme si la procédure judiciaire en cours ne remettait pas en cause son quotidien. Ses avocats avaient comparu au tribunal et avaient tenté une manœuvre de récusation des juges, une demande de renvoi de juridiction pour cause de suspicion légitime, ce qui signifiait qu'ils n'avaient plus confiance dans l'impartialité du tribunal qui traitait le dossier. Une stratégie défensive classique, mais qui montrait que le camp du pasteur prenait l'affaire au sérieux et cherchait à reprendre la main. Et pendant ce temps, le journaliste continuait de promettre. Son voyage en Turquie était imminent, disait-il.
Les éléments manquants allaient être récupérés. La vérité, toute la vérité, allait bientôt être exposée. Le public attendait. Les fidèles attendaient. La famille attendait. Et l'histoire, loin d'être terminée, semblait à peine avoir commencé à dévoiler ses couches les plus profondes. On arrive au moment qui résume tout. Le moment où toutes les pièces du puzzle sont posées sur la table. Les témoignages, les documents, les accusations, les contre-arguments, les promesses du journaliste, les manœuvres des avocats. Et où l'on se demande, est-ce que la justice va pouvoir faire son travail dans un environnement aussi chargé? Est-ce que la vérité va finalement émerger? Ou est-ce que tout cela va se perdre dans un brouillard de procédures, de récusations, de rumeurs et d'informations mal interprétées? Parce que ce tribunal de Kinshasa, ce matin-là, n'était pas juste le théâtre d'une affaire familiale. Il était le miroir de quelque chose de beaucoup plus large, de la tension permanente entre le pouvoir des institutions religieuses et les exigences d'un état de droit, entre la figure du leader spirituel intouchable et la réalité d'une justice qui doit, en théorie, s'appliquer à tous, entre une communauté de fidèles qui continue d'admirer son pasteur et une famille qui réclame des comptes. Les avocats de la défense avaient récusé les juges. C'est un droit légal, mais c'est aussi un signal. Cela signifie que du côté du pasteur Marcelo, on ne fait plus confiance au cadre judiciaire dans lequel l'affaire se déroulait, qu'on cherchait un autre terrain, peut-être plus favorable, peut-être simplement différent. Cette manœuvre, selon les avocats de la partie plaignante, visait à ralentir la procédure, à gagner du temps, à maintenir une situation d'incertitude qui, in fine, bénéficiait à celui qui avait déjà le contrôle des documents, des biens et de la narrative publique. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, l'affaire avait depuis longtemps débordé le cadre du tribunal. Des vidéos circulaient, des commentaires s'accumulaient par milliers. Des gens qui n'avaient jamais rencontré ni Blanche, ni le pasteur, ni son fils, prenaient position avec une certitude absolue. Les uns défendaient Marcelo avec une ferveur qui ressemblait moins à de la conviction qu'à de la loyauté aveugle. Les autres le condamnaient avec une hâte qui ne laissait pas de place pour la nuance ou la présomption d'innocence. Et dans ce chaos informationnel, les vraies questions risquaient de se perdre. Parce que quand tout le monde parle en même temps, quand les rumeurs vont aussi vite que les faits avérés, quand l'émotion prime sur l'analyse, la justice devient difficile. Pas impossible, mais difficile. Parce que la justice a besoin de calme pour fonctionner. Elle a besoin que les faits soient séparés des opinions. Elle a besoin de temps, de procédures, de preuves vérifiables. Et tout ça, dans un environnement saturé de bruit, devient beaucoup plus compliqué à préserver. Le fils du pasteur, dans la dernière partie de son témoignage, avait fait quelque chose de remarquable. Il n'avait pas seulement accusé, il avait proposé. Un comité indépendant pour examiner les documents financiers, une médiation familiale, un dialogue transparent avec les fidèles sur la gestion des ressources de l'Église, des solutions Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao, ciao.